Bien, merci Mathéo. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir à nouveau pour cette visioconférence, une troisième rencontre littéraire cette année pour l'édition du Choix Goncourt du Rio de la Plata. Donc, comme vous le savez, quatre institutions côté uruguayen, quatre institutions côté argentin qui poseront des questions. Donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Monsieur Éric Reynard, l'auteur du livre Sarah, Suzanne et l'écrivain. Après avoir accueilli Neige Sino et la semaine dernière Jean-Baptiste Andrea, nous avons la chance d'accueillir Éric Reynard. Donc nous savons, Monsieur Reynard, que effectivement le choix Goncourt 2023 a été extrêmement discuté. Et on est ravis de pouvoir vous entendre aujourd'hui, d'échanger avec vous. C'est vraiment un privilège. Merci à vous pour votre disponibilité. Je vous en prie. Donc, sans plus Plaisir. tarder, je vais laisser Mathéo vous présenter un peu plus et on va ouvrir les échanges. Bien, merci Laurence, merci au service culturel de l'ambassade en Uruguay. Nous sommes toujours ravis de partager ces moments d'échange littéraire rio-platense. Je vais présenter Eric Renard, qui n'est plus un auteur confidentiel pour vous, puisque vous avez passé ces dernières semaines à le lire, à vivre dans ce monde en miroir qu'est Sarah, Suzanne et l'écrivain. Éric Renard, vous êtes auteur de nombreux romans, dont Demi-sommeil, votre premier roman chez Actes Sud. Après, vous avez aussi publié Le moral des ménages, Le système Victoria et, entre autres, Cendrillon aussi, qui penche plus, selon la critique, vers l'autofiction. En tout cas, nombreux sont ceux qui voient dans vos écrits une vision critique, par moments désenchantée du monde dans lequel nous vivons, notamment autour des questions de pression économique, de dynamique complexe des couples, tel qu'on le voit dans ce roman. Vous êtes aussi un grand amateur d'art, ce qui transparaît dans vos écrits, notamment on a la figure de ce mystérieux tableau dans le livre et qui se voit aussi dans votre travail d'éditeur de livres d'art. Nous sommes aujourd'hui ravis de pouvoir vous écouter et nous vous remercions aussi d'être à l'écoute et ici présent pour répondre aux questions des lecteurs que j'anticipe passionnés ou très intéressés puisqu'ils nous ont envoyé des questions particulièrement denses. Donc sans plus Bon, tarder, d'accord. je vous rends la parole pour saluer les lecteurs et ensuite on passera à leurs questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, nous entendrons donc à tour de rôle Montevideo, Buenos Aires et La Plata. Et nous commencerons avec l'Alliance française de Montevideo. Bonjour, je m'appelle Capucine Bonjour. Fernandez et du coup je suis co-référente pour le groupe des lectrices de l'Alliance française de Montevideo. Donc aujourd'hui je vais les représenter pour poser une de leurs questions. Du coup la question était, on sent dans ce roman une place importante donnée à l'art et à la question du cheminement artistique. Comment votre propre expérience d'écrivain et votre relation personnelle à l'art inspirent-elles les personnages et les thèmes du livre? Ah, ben, ça le nourrit de l'intérieur profondément. Il se trouve que j'ai créé deux personnages, Sarah et Suzanne, qui, confrontées à une maladie grave, dont elles auraient pu mourir et qui en réchappent, décident d'abandonner leur métier pour se consacrer à leur passion. C'est-à-dire qu'elles se disent qu'elles ont perdu assez de temps dans leur vie et elles veulent profiter avec le plus d'intensité possible des quelques années
quelques décennies peut-être qu'il leur reste à vivre. Et donc l'une était architecte, abandonne son métier d'architecte pour devenir sculptrice, parce qu'elle a cette passion, ça fait des années qu'elle sculpte, elle installe des sculptures qui sont des abris, ou des abris qui sont des sculptures sur un terrain qui lui appartient. Et puis Suzanne, elle, devient écrivaine. C'est-à-dire que là, il y a vraiment la manifestation d'une urgence, quelque chose d'impérieux, c'est-à-dire qu'elles comprennent que leur vie n'aura plus de sens si elles ne se consacrent pas pleinement, entièrement et en prenant des risques à leur art. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti très tôt. C'est-à-dire que jeune adulte, alors bien évidemment, j'ai fait des études et puis j'ai commencé à travailler parce qu'il faut bien gagner sa vie. Donc, j'étais dans une entreprise et tout ça. Mais il y avait une profonde angoisse en moi, larvée comme ça, euh, de rater ma vie, de passer à côté de ma vie si je ne devenais pas l'écrivain que je sentais vivre en moi. Et donc, je me suis donné les moyens voilà, en travaillant la nuit, quand j'étais salarié, le soir, pendant les week-ends, de commencer à écrire mon premier roman. Et puis après, je suis parvenu à devenir freelance pour pouvoir avoir le plus de temps possible pour écrire mes livres. Mais donc, c'était vraiment chez moi quelque chose qui relevait de l'urgence la plus absolue. C'était presque, j'allais dire, une question de vie ou de mort, quoi. C'est-à-dire que ne pas pouvoir devenir écrivain, ne pas pouvoir réaliser voilà, tout ce que je sentais en moi à travers l'écriture des livres et des formes. Je pense que même si par ailleurs je suis heureux, j'ai une femme que j'aime très profondément depuis longtemps, des enfants, néanmoins, ça va peut-être vous choquer, mais ce n'est, ce n'aurait pas été suffisant pour mon bonheur. C'était vraiment, il y a une très profonde nécessité intérieure en moi par rapport à l'art et à l'écriture. Et c'est ça que je voulais faire apparaître chez mes deux héroïnes. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous allons, un peu comme Sarah et Suzanne, travailler en double aussi. Donc nous passons de l'Alliance française de Montevideo à l'Alliance française de Buenos Aires. Merci Mathéo. Bonjour à toutes et à tous. Un grand honneur d'être là. Je mesure quand même la chance qui est la nôtre. J'invite Luciana à poser une question. Bonjour, merci pour cette rencontre. Et Bonjour. bon, je voulais vous poser cette question que nous avons pensée tous ensemble. Et dans votre roman, la présence de trois voix narratives joue un rôle prépondérant. Et pensez-vous que cette construction soit déterminante pour l'essence du roman, ou bien qu'elle puisse éloigner le lecteur des images fortes et marquantes que vous avez créées? Alors, je, ne- je ne je ne- je ne pense pas qu'elle éloigne le lecteur des images fortes et marquantes. Mon idée était qu'au contraire, ce dispositif décuple les émotions que cette situation, que cette narration était de nature, selon moi, à provoquer chez le lecteur, puisque chaque situation est vécue par deux femmes qui ne sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait différentes. Elles vivent les mêmes événements dans deux endroits différents, en étant en effet avec une identité qui diffère très légèrement pour la bonne et simple raison que l'une dérive de l'autre. Il y a la modèle et le personnage de fiction créé par l'écrivain à partir d'une femme qui lui a raconté son histoire. Euh, moi, alors, quand j'ai eu cette idée de ce dispositif, c'est là que votre question est très juste et très intelligente, c'est que j'étais convaincu du pouvoir sensitif
que le dispositif pouvait avoir sur l'imagination et l'esprit de mon lecteur. Mais en même temps, il fallait que je m'efforce que ce dispositif se fasse oublier. Le risque, c'était qu'on voit trop la machine. Le risque, c'était que ce soit un roman conceptuel, froid, qui étouffe l'émotion et qui empêche que le lecteur puisse s'identifier au personnage tout simplement parce qu'il n'y croirait pas. Euh, donc pour moi, l'équilibre, il était que ce dispositif, il devait marcher, produire des images, au contraire, des images mentales, puisque on voit cheminer constamment dans le même espace romanesque deux femmes en transparence l'une de l'autre, qui parfois s'écartent lorsque l'écrivain fait intervenir des variations dans la situation que lui a racontée Sarah. Et puis après, elles se rejoignent de nouveau pour se fondre et constituer une sorte de personnage unique ou d'héroïne bifront. Et ça, pour moi, c'était très important parce que je me disais que ça pourrait procurer à mes lecteurs des tas de sensations surprenantes, inattendues, singulières, euh, que ça pourrait lui faire vivre une expérience de lecture. Et pour moi, c'est très important de procurer à mes lecteurs des expériences. C'est-à-dire qu'écrire une histoire pour écrire une histoire, ça ne m'intéresse pas. Et je ne suis pas un conteur. C'est pas suffisant. Moi, c'est très important. J'écris des romans. Donc, forcément, il y a toujours une histoire, des personnages, des situations. Mais j'aime élaborer des formes qui transcendent l'histoire. Euh, voilà, donc c'était la crainte que j'avais au début. C'est pour ça que j'ai fait lire les 3 premiers chapitres à ma femme pour savoir comment ça marchait, parce que je me disais, il faudrait pas que la machine soit trop voyante. Alors, je pense qu'elle est parvenue à se faire oublier, c'est mon opinion, et qu'il en résulte une sorte ouais, d'image mentale. Et quand j'ai commencé à imaginer ce dispositif, je me disais, si je réussis mon coup, ça va être assez incroyable de voir comme ça une même situation exprimée par deux situations parallèles, mais qui racontent la même chose. En quelque sorte, de faire deux romans en un à partir de la même situation. Et puis, je me disais que c'était de nature aussi à rendre cette histoire plus universelle. C'est-à-dire le fait de projeter une héroïne dans deux femmes plutôt que dans une seule, euh, ça permet d'embrasser un champ des possibles plus important. C'est-à-dire que qui dit deux points dit une droite, qui dit une droite dit une infinité de points. Donc l'existence de Sarah et Suzanne, d'une certaine façon, induit et présuppose l'existence de beaucoup, beaucoup d'autres femmes qui pourraient se trouver dans des situations un peu similaires, avec les mêmes variations par rapport à Sarah et Suzanne qu'il en existe entre Sarah et Suzanne. Merci beaucoup. Merci. Quelle est la prochaine question? Alors, vous m'entendez? Oui. Donc, après l'Alliance, nous passons aux universités. Donc, avec le référent de la Oudelar, de l'Université de la République et de l'Institut de professeur Artigas, le IPA. Est-ce que Monsieur Schubert Silvera est connecté? Ouais. Oui, oui, je suis là. OK, bonjour à tous et merci pour cette rencontre. Et merci aussi à Monsieur Eric Reynard. Et la question que nous avons, c'est sur le roman et qu'il y a 3 personnages, les protagonistes du processus créatif du roman en question, qui développent parallèlement l'histoire de la vie intérieure de deux femmes, la protagoniste du roman, Susanna, et son modèle, Sarah. Et ça profite de la possibilité de notre plan, celui des idées, des essences. Envisagé de cette manière, cette perspective platonicienne, non seulement Susanne serait reflet de Sarah, mais il existerait des autres Sarah et Susanna, l'attente, comme la possibilité de concrétisation des idées. Donc, pensez-vous, M. Reinhardt, qu'il pourrait être question d'un même destin
devenant concret de manière légèrement différente pour chacun des personnages féminins? Oui, si j'ai bien compris la question, c'est un peu ce que je viens euh, de dire en réponse à la question précédente. Euh, c'est vrai que j'ai aimé raconter cette histoire par l'entremise de deux personnages de fiction très légèrement différents. Euh, je dirais même qu'ils sont trois, puisque je me suis inspiré d'un mail de 2 pages pour écrire ce livre que m'a envoyé une lectrice en 2017 suite à sa lecture de mon roman La Chambre des époux. Et elle souhaitait m'inspirer un roman par le récit qu'elle me faisait dans ce mail d'une situation qu'elle était en train de vivre. Et j'ai été instantanément bouleversé par ce mail et j'ai su tout de suite que j'en ferais un livre. Alors, il se trouve que je l'ai fait quelques années plus tard, puisqu'à ce moment-là, je venais d'entreprendre l'écriture de mon roman Comédie française. Et donc, en 2021, euh, je suis entré en relation avec cette femme de nouveau pour lui dire que j'allais écrire un livre à partir de son mail. Et je voulais m'assurer qu'elle était toujours d'accord. Alors elle m'a dit qu'elle était d'accord, mais qu'elle souhaitait, et c'était la seule condition qu'elle posait, qu'on ne puisse pas la reconnaître. Elle ne souhaitait pas qu'on puisse la reconnaître, et en particulier ses enfants. Alors, le personnage de Sarah, qui dans le livre est donné, vous est donné comme mon modèle, comme une lectrice authentique, eh bien, est déjà un personnage de fiction. Donc, j'ai vraiment créé le personnage de Sarah. Il est dérivé de ma lectrice, mais c'est un personnage de fiction. De sorte que Suzanne, qui est censée dériver de Sarah, puisque c'est le personnage de fiction que dans le livre, l'écrivain élabore, est un personnage de fiction au carré. Alors, il y a 3 femmes. Tout à l'heure, je disais qu'il y en avait 2. Il y en a 3. Il y en a une qui se trouve dans les sous-bassements de mon roman, invisible. Et puis, il y a Sarah et, euh, et, euh, et Suzanne. Quand j'ai eu cette idée, bien évidemment, tout de suite, je me suis dit que ce qui serait intéressant, et c'était même contenu dans l'idée même, c'était que ces 2 femmes, à un moment, elles allaient bifurquer très nettement. Tout l'intérêt, c'était qu'elles vivent la même chose au début, dans la situation initiale, et dans ses premiers développements, avec des petites variations pour faire jouer mon dispositif. Et puis, je voulais qu'à un moment, leur trajectoire s'écarte radicalement, que Sarah, à partir de la même situation de départ, vive une chose et que Suzanne en vive une autre, euh, étant entendu que la fin du livre, et c'est ce qui s'est passé, aurait 2 fins radicalement différentes, l'une dans le réel et l'autre dans la fiction. Donc ça, c'est tous ces trucs de variation qui m'intéressent depuis toujours. J'ai écrit un roman en 2007 qui s'appelle Cendrillon. Ce sont 4 lignes narratives qui s'entrecroisent et la clé est donnée en quatrième de couverture du livre, c'est que serais-je devenu si je n'avais pas rencontré Margot à 23 ans? Et en réalité, le lecteur comprend peu à peu, au fur et à mesure, par des accidents du texte, des anomalies, qu'en réalité, les 4 narrateurs du roman, parce que ce sont 4 lignes narratives qui s'entrecroisent donc, sont chacun impossibles une hypothèse de vie. C'est-à-dire que ces 4 personnes ont la même enfance, la même adolescence, et puis à partir d'un événement décisif vécu lors de leur 18e année, ils prennent chacun 4 directions différentes. On sent que clignotent d'une ligne narrative à l'autre des tas de feux réciproques, comme le disait Mallarmé. Il y a des connivences, ils ont la même culture, le même tempérament, les mêmes lubies, les mêmes obsessions, les mêmes idées fixes, les mêmes attirances, les mêmes dégoûts, tout ça, mais ils sont dans 4 biotopes complètement différents, ils ont 4 vies complètement différentes. Et donc ça, c'est un truc vraiment qui m'obsède. Comédie française, pareil. Vraiment, la problématique, c'était celle du hasard et que, que deviendrait ma vie si je prenais la rue à droite plutôt que la rue à gauche?
Est-ce que si je prends la rue à droite, ma vie en sera changée à jamais parce que je pourrais faire une rencontre qui ne se produirait pas si je prenais la vie à gauche? Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui m'occupent tout le temps. Et de fait, on a un peu ça avec alors, selon des modalités légèrement différentes, mais avec Sarah et Suzanne. C'est-à-dire que c'est une même situation de départ qui, d'une certaine façon, m'inspire deux livres et le lecteur voit s'élaborer deux histoires, en quelque sorte, et deux livres en permanence. Merci. Merci. Nous allons passer à la UBA maintenant, donc l'Université de Buenos Aires. Donc je vois Lucia qui est connectée et qui m'avait dit que ce serait une étudiante qui poserait la question. Alba qui va qui va poser la question. Donc on écoute Alba Alba. González. Vous m'écoutez? Bon. Bonjour. Ah bon. Bonjour Eric. Bonjour. Un grand merci pour cette rencontre. Et bon, je suis partie du groupe de la UVA et je vais vous poser une question qu'on a pensé tous ensemble. On a trouvé intéressante l'inclusion dans votre roman du fragment et du poème Note pour un coquillage de Francis Ponche, que Sarah a recopié avec un stylo Rotring sur les murs de son bureau et en reprenant sa liberté. Et on pense que l'idée de coquillage à sa taille ne se présente pas seulement dans les désirs de Sarah, mais aussi dans la construction du roman. Il n'y a pas un intérêt à explorer les grands événements, mais il y a un intérêt à les singularités des personnages et ce qui les rend humains. Et on voulait savoir si vous êtes d'accord avec cette interprétation. J'adore. J'adore cette interprétation. Vous savez, j'ai fait plus de 50 rencontres en librairie et festival, plus toutes les interviews que j'ai données, radio, télévision, presse écrite et tout ça, entre fin août et maintenant. Peut-être que j'en ai fait 60 entretiens comme ça. Et c'est la première fois qu'on me dit ça. Et j'entends un peu toujours, forcément, au bout d'un moment, les mêmes choses. On me pose un peu toujours les mêmes questions. Et il n'y a pas de problème avec ça. J'y réponds toujours avec le plus grand plaisir. Mais là, je dois dire que c'est la première fois qu'on me dit ça. Je n'y avais même, moi, jamais pensé. Mais en effet, il y a quelque chose de très juste. C'est vrai que quand j'ai écrit mon roman L'amour et les forêts, je me souviens avoir dit dans des interviews que ce qui m'intéressait, c'était de faire un grand roman romanesque, comme ça, comme une sorte d'épopée, mais à partir du minuscule, à partir de ce qui constitue vraiment nos vies les plus ordinaires. Il n'y a pas de grands événements dans L'amour et les forêts, mais c'est pareil avec Sarah, Suzanne et l'écrivain. On n'est pas là à embrasser des thématiques. Voilà, si tant est que moi je pense que l'intimité et l'intégrité de chacun et le respect de l'intégrité de chacun est une thématique énorme. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans la vie quotidienne. On n'est pas dans un roman de guerre ou alors avec des gens importants qui ont du pouvoir et qui représentent symboliquement quelque chose de souverain, etc. C'est vraiment des gens voilà, comme nous tous dans nos vies. Et c'est pour ça que la petite phrase qui est au début de mon roman, cette citation de Bresson aussi, voilà, et trouve tout son sens aussi de cette façon-là, c'est-à-dire que vraiment, je pars d'une situation euh, presque domestique, conjugale, très simple, était très concrète. En effet, on part de la cellule familiale, de la maison, on part du coquillage, et c'est à partir de ce qui se passe là, à l'intérieur de ce coquillage, que découlent tous les événements du livre qui font aller Sarah et Suzanne très loin
Suzanne, elle va dans la folie à partir de la situation de départ. Mais en effet, la situation de départ, c'est comme si elle se déroulait dans un coquillage. Vous avez tout à fait raison. Ah bon, merci. Et j'aime bien l'idée d'une épopée comme ça, parce que là, c'est vraiment une épopée. Suzanne, elle fait un chemin. Mon roman, il raconte vraiment l'histoire de deux femmes qui se déplacent. Euh, à un moment, elles ne sont plus, elles sentent qu'elles ne sont plus à leur place, là où elles sont, que cette place qu'elles occupent, même si elles les occupent depuis plus de 20 ans, ne seront plus de nature à assouvir leurs exigences ou leurs envies, leurs désirs les plus profonds. Alors elles ont le courage de s'en arracher de cette place, même si elle est confortable, parce que à la maison, l'ambiance est plutôt bonne, le mari est sympathique, courtois, il est conciliant, peu contrariant, de l'argent, la maison est jolie, etc. Donc Sarah et Suzanne pourraient tout à fait rester là euh, pendant encore longtemps, mais elles sentent qu'elles dépérissent intérieurement parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. Leur mari n'est plus au rendez-vous de leur histoire, il s'est absenté de leur histoire. Ils partagent le même coquillage, mais plus la même vie. Et il y a des personnes chez qui c'est intolérable. Beaucoup s'en accommodent de cette prise de conscience, se disent que le plus important, c'est le confort, c'est d'être en sécurité. Et puis d'autres, c'est intolérable. Alors, Sarah et Suzanne s'en vont et on les voit en effet se déplacer parce que le fait de partir, enfin de s'éloigner momentanément de leur maison, déclenche une sorte de catastrophe dans leur vie. Mais moi, je pense que c'est une catastrophe salvatrice qui leur permet de se déplacer, de se transplanter et puis un peu plus loin de refleurir. Bon, bon, merci. Merci beaucoup, Merci à Eric. vous. Bien, nous faisons maintenant les quelques kilomètres qui séparent Buenos Aires de La Plata et nous passons à l'Université nationale de La Plata. Bonjour. Bonjour à C'est tous. c'est une étudiante Ah, qui va pardon. poser la question, Alphonsine. Moi, je vois Alfonsina, qui a un prénom très Oui. poétique. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour cette rencontre. Bon, je voudrais poser la question suivante. Dans le roman, il y a une identification possible entre les personnages de l'écrivain euh, et Marguerite Duras. Quelles sont les caractéristiques de son écriture qui vous attirent? Je ne suis pas un grand lecteur de Marguerite Duras. Je l'ai lu, mais c'est pas quelqu'un qui a eu une influence sur moi. Euh, Peut-être plus son théâtre. J'ai beaucoup lu son théâtre à un moment. Donc c'est une écrivaine que j'aime. Euh, le ravissement de Lovestein, par exemple, est un livre que j'ai énormément aimé, un exemple. Mais elle fait vraiment, Marguerite Duras ne fait pas partie des écrivains, des écrivaines auxquels je pense lorsque j'écris et dont on peut dire qu'elles m'ont influencé. Vous avez vu des liens entre mon livre et l'univers de Marguerite Duras? Oui, oui, oui. On a discuté ensemble. Oui, on a vu des traits. Oui, une identification possible entre les personnages, oui, justement, de l'écrivain et Duras. D'accord. Mais quel livre en particulier? Bon, notamment L'amant, Ah, non, mais non? non, j'ai pas particulièrement pensé. Mais c'était par rapport à la présence de l'écrivain dans le dispositif, c'est ça? Oui, Non, j'avoue que ne pas y avoir pensé. Je merci beaucoup. vous en prie. Peut-être préciser pour Monsieur Reynard que Marguerite Duras est une des autrices les plus lues en Argentine. Nous avons Non, tenu mais il y a 1 ou 2 ans
les journées du RAS qui ont été très suivies. Ouais, non, mais c'est une écrivaine extraordinaire, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, notre Lucia Hochfelfang est une spécialiste de la question, notamment par rapport à l'image de l'écrivaine sur ses couvertures et l'usage dont c'est fait, dont on fait de ses portraits. Bien, Ouais. Oui, nous, c'est vrai. elle confirme. Bien, nous revenons en Uruguay. Peut-être Schubert Silveira, qui représentait l'Oudelar et l'IPA, veut poser une question qui correspond plus à l'IPA qu'à l'Oudelar. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Oui. Oui, ok. La prochaine question, euh, c'est dans la même ligne, je crois. En lisant votre roman, en éprouvant les besoin d'associer votre texte à des autres romans, des autres textes, des autres auteurs, on aimerait savoir, à ce titre, quels sont les auteurs que vous aimez en tant que lecteur et qui peut-on supposer que vous informez en tant qu'écrivain? Alors, je pense que l'écrivain qui a eu le plus d'influence, qui a le plus compté pour moi, et que je relis régulièrement avec, en étant toujours aussi impressionné, c'est Kafka. Euh, et ce que j'apprécie chez Kafka et la grande leçon que je retire de la lecture de Kafka, c'est une chose, outre l'écriture, qui est vraiment une écriture incroyablement cérébrale et qui me donne toujours le sentiment de, comme si la grammaire était une sorte de moulin comme ça, qui broie de l'intelligence. C'est vraiment de l'intelligence pure qui fonctionne dans la langue et l'écriture de Kafka qui, moi, me fascine absolument. Et, mais une chose, c'est que Kafka, notamment dans le procès, il procède par longues séquences. Chaque chapitre se situe quasiment dans un lieu et avec une scène comme ça qui prend place et se développe. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de fantasme dans son écriture et que je peux partager du plan séquence ou du temps réel. Euh, Moi, j'adore raconter des histoires par un enchaînement de situations visuelles. Donc, c'est avoir un impact comme ça sensitif sur le lecteur et produire des images. Et ça, chez Kafka, il y a le chapitre dans sa chambre au début, au procès, puis après, il va dans la cathédrale, et puis il y a cette fameuse scène extrêmement longue chez l'avocat, qui est dans son lit, et avec la servante. Et puis il y a quand il est au tribunal, il y a un chapitre, il est au tribunal, et donc il cherche la pièce où il doit y avoir l'audience, il prend tous les couloirs, etc. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné. Et je fais un travail de même nature. J'aime beaucoup l'incarnation. Tout à l'heure, je disais que je n'étais pas un conteur. Et c'est vrai que je n'ai jamais raconté d'histoire a posteriori, en quelque sorte, en survolant la chose et en racontant les choses comme si j'étais extérieur. Je, je suis toujours à l'intérieur et je m'efforce toujours de conduire le lecteur vraiment à l'intérieur de la situation, qu'il soit au plus près du corps, des pensées, des sensations de mon personnage et qu'il en résulte des images, des sensations et que ce soit incarné et qu'on soit dans les lieux et qu'on voit les lieux. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi et que je retrouve chez Kafka. Chez Kafka, on a tous, j'ai relu America il y a pas très longtemps, le disparu, il m'en était resté, j'avais oublié plein de choses, mais il m'en était resté des images. Il y avait plein d'images. Il y avait
il y avait cette femme gigantesque comme ça sur son sofa dans l'appartement. Il y avait cette scène où il court dans la rue et il y a un de ses camarades qui fait le même parcours à l'intérieur de cours intérieures et il se retrouve à un moment au bout de la rue. Plein de choses comme ça. Et dans le même registre, je dirais qu'il y a Dostoïevski. Euh, D'être comme ça, attiré, entraîné dans une espèce de folie humaine et avec le grotesque, le tragicomique, cette espèce d'humour russe que on peut trouver aussi chez Bulgakov. Donc j'aime beaucoup ça, une espèce d'intensité comme ça, une recherche d'intensité, de paroxysme et d'être voilà, dans une espèce de folie mentale comme ça que j'aime beaucoup chez Dostoïevski. Et puis, je sais pas, pour finir, j'ai envie de parler d'une femme qui est une contemporaine, qui a eu le prix Nobel, qui est très attaquée en France depuis quelques années. Enfin, depuis qu'elle a eu le prix Nobel, soudain, plein de gens se sont mis à la critiquer. C'est Annie Ernaux. Annie Ernaux, je la lis avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, de passion, et je suis vraiment impressionné. Donc, depuis toujours, en fait, depuis que je suis étudiant, enfin, depuis la place, euh, voilà, je lis et je suis vraiment très, très, très impressionné par la précision de sa langue, par les risques qu'elle prend dans la façon dont elle parle d'elle-même, de sa vie avec énormément de simplicité, de rigueur, de rectitude, d'honnêteté, de précision. Elle a un regard très, très aigu. Euh, et j'admire ça, voilà, cette façon qu'elle a de nous donner à voir des moments à voir et à sentir des moments importants de sa vie, comme son avortement quand elle était étudiante, ou une passion qu'elle a vécue avec un homme qui était assez invisible, qu'elle n'arrivait pas à attraper. Et par exemple, dans Sarah, Suzanne et l'écrivain, on assiste, le lecteur assiste à l'éclosion d'un moment de pure autofiction dans le livre. C'est quand l'écrivain se met à raconter cet événement qu'il a vécu lorsqu'il était jeune adulte à Venise, avec cette femme qu'il n'a pas osé embrasser sur un pont alors qu'il était très attiré par elle. C'est quelque chose, ça, que j'avais très, très envie de raconter depuis longtemps, parce que ça a été un événement vraiment fondateur, et ce retour à Paris avec la découverte de l'automne et du sortilège de l'automne. Et j'aurais très bien pu en faire un petit récit autobiographique ou autofictionnel. Euh, je ne l'ai jamais fait. Euh, mais là, à ma grande surprise, c'est dans ce livre, qui pourtant dévolue au récit de la vie de deux femmes, que l'occasion s'est présentée presque par hasard de faire advenir ce récit, qui est donc un récit autofictionnel euh, que j'aime beaucoup. Enfin, je suis heureux d'avoir écrit et on m'en parle, beaucoup de lecteurs m'en parlent de cet épisode vénitien et du retour à Paris. Et voilà, donc là, il peut y avoir l'influence éventuelle d'Annie Ernaux sur ce genre de, d'incursion autofictionnelle. On voit sur l'image l'affiche d'Annie Ernaux qui est à vos côtés, comme figure Et tutélaire. je suis chez Gallimard, là. Et donc, en effet, il y a Annie Ernaux. Mais par exemple, son roman Les années est un chef-d'œuvre absolu. C'est un livre qui m'impressionne énormément. Je trouve ça à la fois... et puis la forme de ce livre, Les années, est vraiment bluffante. C'est une invention extraordinaire que de raconter comme ça l'histoire de toute une époque, de tout un peuple, le peuple français, à travers des décennies,
en examinant des photographies intimes, donc par le prisme du souvenir qu'elle a, elle, des différentes époques de sa vie, nous parler à tous et convoquer des souvenirs qui nous sont communs, qu'on les ait vécus ou qu'ils nous aient été relatés. Je trouve ça absolument fascinant. Oui, c'est une œuvre que les lecteurs argentins et uruguayens euh, découvrent maintenant grâce, entre autres, au prix Nobel, puisque petit à petit, les maisons d'édition Tusquets et Cabaret Voltaire s'occupent de, de bien distribuer ces rééditions dans toutes les librairies de la région. Donc maintenant, les lecteurs du Cône Sud se retrouvent dans la même fascination. Nous allons maintenant passer aux lenguas vivas. Et donc, c'est Silvia Maldonado qui va poser la question du groupe. Bonjour, merci. Merci, monsieur Oh. Lebrun. Euh, la question, c'est la suivante. Pour construire le personnage de l'écrivain, avez-vous repris des traits, des façons de faire, des incertitudes à vous? Vous été vous-même ghostwriter? Sinon, comment se construit ce personnage en particulier? Le personnage de l'écrivain. Oui, Euh, l'écrivain, je voulais qu'il soit le plus en retrait possible. Je suis parti de ma personne. Euh, mais je dirais que je suis parti de ma personne pour écrire, je vous l'ai dit tout à l'heure, Suzanne et Sarah. Je suis vraiment parti de moi, de ce que je suis, de mon rapport au réel, de ma culture, de ma sensibilité, de mon tempérament, pour écrire et poser ces deux femmes. Mais bon, donc je n'allais pas, pour l'écrivain, faire un pas de côté et inventer un autre écrivain. Il va de soi que il était dans la logique du texte que je m'exprime moi à travers l'écrivain. Mais néanmoins, j'avais bien identifié le risque qui était qu'on puisse être gêné par quelque chose d'un peu narcissique dans le fait de me mettre en scène. Par ailleurs, je suis un écrivain assez clivant, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi, et qui divise et qui provoque comme ça des réactions très contrastées entre ceux qui me détestent et ceux qui aiment beaucoup mes livres. Et donc, j'avais bien identifié le risque de me mettre moi-même en scène dans un livre. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter les histoires de Sarah et Suzanne, et puis de faire fonctionner cette lanterne magique que j'évoquais tout à l'heure avec la superposition comme ça de ces deux femmes. Donc vraiment, je me suis mis le plus en retrait possible et j'ai mis le personnage de l'écrivain le plus en retrait possible pour qu'il soit juste une courroie de transmission, qu'il soit un passeur, qu'il soit là pour faire exister, comme un illusionniste. C'est lui qui fait exister les personnages de Sarah et Suzanne. Mais comme c'est un dialogue entre Sarah et l'écrivain, il fallait bien que l'écrivain existe aussi un peu. Alors, il y a des petits moments où ils plaisantent tous les deux, Sarah et lui. Et je peux te dire que dans ces petites digressions qui sont là aussi pour distraire le lecteur et le soulager un peu de la dureté des événements qui sont relatés, et des petites comme ça digressions rigolotes. Par exemple, quelle place l'écrivain demande à Sarah quelle place elle occupe dans le lit, par exemple, parce qu'ils veulent savoir, donc elle l'interroge, elle, à son tour. Bon. Et c'est vrai que là, j'ai mis de moi-même. Forcément, c'est moi qui m'exprime à travers l'écrivain, jusqu'à ce moment d'autofiction que j'évoquais juste avant, où Sarah dit à l'écrivain, puisque l'écrivain fait vivre à Suzanne un épisode à Venise, et Sarah s'en étonne et lui demande d'où ça vient. Alors l'écrivain lui dit, mais ça vient de ma vie. Et alors à ce moment-là, Sarah demande à l'écrivain de lui raconter ce souvenir qui fait qu'il éprouve le besoin
de faire vivre à Suzanne quelque chose qu'il a lui-même vécu dans sa vie. C'est à ce moment-là qu'il y a cet épisode d'autofiction. Et donc, oui, je peux dire que le personnage de l'écrivain est bâti à partir de ce que je suis moi, mais en essayant d'être le plus discret possible. Merci. Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait un premier tour de toutes les institutions. Il nous reste encore quelques minutes. Donc, Du lycée français de ah Montevideo, oui, Mathéo. excusez-moi. Ouais, ça c'est un lapsus. Ils avaient des difficultés pour se connecter. Merci pour le rappel. Donc oui, effectivement, il me manquait le lycée franco-uruguayen Jules Supervielle. Je ne sais pas si c'est Thaïs qui posera la question ou s'ils ont réussi à se connecter. Je vais la poser. Je vais poser la question. D'accord, on t'écoute. Bonjour, bonjour Monsieur Reynard. Donc la question du Bonjour. lycée est la suivante. Raphaël Léris, dans Le Monde, a qualifié votre livre de roman légèrement lynchien. Vous sentez-vous effectivement proche de l'écriture cinématographique et de l'univers du réalisateur David Lynch? Alors, il se trouve que j'adore le cinéma de David Lynch, qui est quelqu'un qui m'impressionne énormément. Et je dois dire que quand j'ai eu cette idée du dialogue entre Sarah et l'écrivain et l'idée de faire habiter comme ça deux femmes dans le même espace, comme deux doubles, j'ai pensé à Lynch, forcément. Je me suis dit qu'il allait y avoir quelque chose d'assez étrange, qui allait aussi déstabiliser le lecteur, le mettre dans un espace un peu nouveau, un peu comme dans Mulholland Drive, où on sent qu'on est dans un espace bizarre, hybride. Est-ce qu'on est vraiment dans le réel? Est-ce qu'on est dans le mélange du réel et du rêve? On ne sait pas très bien. Et j'aime ça, moi. J'aime déstabiliser mon lecteur, l'emmener dans des zones un peu troubles et équivoques qui lui font perdre ses repères. Donc, en effet, j'ai pensé à Lynch, tout à fait. En- en- Ça ne m'a pas été inspiré par Lynch, mais dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit que cette idée était peut-être de nature à produire des sensations euh, proches de celles qu'on peut avoir lorsqu'on voit un film de Lynch. Alors le cinéma, oui, parce que mon écriture est très visuelle, et j'adore le cinéma, j'en vois beaucoup, mais je dirais que je pense plus au spectacle vivant, je pense plus au théâtre et à la performance et à la danse quand j'écris. Euh, mes modèles et mes rivaux, en quelque sorte, quand je vais au spectacle, parfois, et quand je vois des mises en scène incroyables, et notamment alors je ne parle pas du théâtre psychologique et tout ça, je parle vraiment de metteurs en scène comme Roma Castellucci ou Martha Lehr ou Lupa, qui sont des metteurs en scène plasticiens qui vraiment fabriquent des images et avec des situations et avec des corps et tout ça. C'est vrai que souvent, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais produire sur mes lecteurs, le même impact que je peux recevoir par, par ces espaces scéniques, la lumière, les corps, le moment présent. C'est vrai que quand on est dans une salle de spectacle, on est vraiment au présent de ce qui se passe, de l'œuvre, enfermé dans un même espace. Et je disais tout à l'heure que j'aspirais à la plus grande intensité et incarnation possible et qu'on était toujours au présent de l'action, qu'on était à l'intérieur de l'action. C'est vrai que ce qui métaphorise le mieux cela, c'est le spectacle vivant, plus que le cinéma. Bien, maintenant, oui, nous avons peut-être le temps pour une dernière question. Je propose de revenir au début à l'Alliance française de Montevideo. Oui. Euh, donc, Ah, si tu du coup, décides. justement, nous, on s'était posé la question d'une potentielle adaptation de ce livre au cinéma, puisqu'un autre de vos livres avait déjà pu être adapté, mais du coup, ou au théâtre. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça
à une adaptation qui pourrait poursuivre le livre? Alors oui, donc L'amour et les forêts a été adapté au cinéma par Valérie Donzelli, avec Virginie Efira et Melville Poupeau. D'ailleurs, nous avons eu, et ça c'est vraiment une grande fierté, parce que j'adore ce film, on a eu le César de la meilleure adaptation. Donc c'était vraiment très, très, très joyeux. Et surtout que c'était bizarrement le premier César que Valérie a obtenu, alors que c'est quelqu'un de vraiment important en France. Et il se trouve que Valérie a adoré le livre et qu'elle a eu une idée d'adaptation assez géniale et que donc elle m'a demandé les droits et j'ai dit oui, bien évidemment, avec une immense joie. Et donc, a priori, ça va être Valérie Donzelli de nouveau qui adapte Sarah, Suzanne et l'écrivain. Et en fait, non, son idée, l'idée que je viens d'évoquer, est une idée de casting. Elle a en tête deux comédiennes pour incarner Sarah et Suzanne. Et, euh, et ça peut être vraiment extraordinaire si elle arrive à obtenir l'accord de ces deux comédiennes. Donc, je serais ravi. Merci beaucoup. Nous avons hâte de voir le roman transposé au grand écran. Donc là, vous avez une nouvelle juteuse euh, Ouais. pour les Alors, lecteurs. Oui? ce sera pas le prochain film de Valérie, parce que là, elle est en train de travailler sur le scénario de son prochain qu'elle va tourner. Ce sera celui d'après. Bien. Donc il faudra avoir un peu de patience. Et ça va assez vite. Bien. Donc pour finir cette très belle séance où nous avons parcouru une œuvre qui dialogue avec tous les arts. Nous avons vu le spectacle vivant, le cinéma lynchien, les arts de la scène. Je Et la, propose. et la, Oui. et la poésie avec Francis Ponge. Voilà, donc il y a la fameuse tête de Ponge éclairée aussi. Je propose de laisser le mot de clôture à mes collègues d'Uruguay et je profite pour les remercier à nouveau et vous remercier aussi, Eric Renard, pour votre générosité dans le partage avec les lecteurs. Ah, mais merci à vous. C'est toujours un plaisir de répondre aux questions des étudiants et étudiantes. Je suis ravi. En plus, j'adore l'Amérique du Sud, donc On, j'espère on- pouvoir visite. on essaiera d'organiser ça. Bien, Laurence, je te cède la parole. Merci Mathéo. Pas grand-chose à ajouter, hein, simplement évidemment remercier Eric. On a eu la chance d'avoir des échanges denses, de voyager en littérature et je crois qu'on a très, très joliment clôturé cette année ces séances d'échange avec les auteurs, avec vous Eric ce matin. Donc on attendra maintenant la délibération du jury pour ce choix Goncourt Merci. du Rio de la Plata. Alors, c'est quand? Alors, c'est. Alors, Oui, moi, cet hiver. oui, c'est cet hiver. Donc, hiver ici, hein, hiver austral, bien sûr. Mathéo, je crois on a prévu sur notre calendrier on aurait le résultat final autour du mois d'août, début août. Oui, Ça. oui, oui. Donc on laissera les groupes de lecture délibérer encore un peu plus. Et quand le froid sera bien installé, je pense qu'on aura tous une idée bien définie de qui est le lauréat. Je me permets juste d'ajouter, Eric, pour votre information, que la tradition maintenant, depuis que nous organisons ce choix au concours du Rio de la Plata, est d'inviter à venir nous rendre visite l'année suivante, donc l'heureux élu. Donc voilà, on vous tiendra bien évidemment informé du résultat de ce choix concours 2024. Sachez que si je suis l'heureux élu, eh bien, j'honorerai cette obligation contractuelle avec beaucoup de plaisir. C'est entendu. Merci beaucoup, Eric. Eh bien, merci à tous et à toutes. Donc, on se retrouve dans quelques temps pour cette délibération finale. Et voilà, on a été ravis encore de cette rencontre ce matin. À très bientôt. Merci à tous. Merci, merci moi aussi, j'étais content. Au Merci. revoir. À Au tous. revoir.
Au Merci revoir. Eric. Merci, au revoir.